mécanique, de pouvoir le recycler dans ce même alliage. Donc d'investir assez massivement sur du tri de l'aluminium en fin de vie, de pouvoir aussi réduire ou améliorer l'efficacité énergétique du recyclage, continuer d'investir pour réduire nos émissions de CO2. Tout ça, on a travaillé avec la filière sur le scénario bas carbone dont vous parliez tout à l'heure, pour qu'on puisse effectivement atteindre la neutralité carbone en 2050, mais ça se décide aujourd'hui. Parce que les investissements, si on veut, je vais reprendre votre exemple, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, de nouvelles séries d'électrolyse en France, il faut un contrat d'énergie long terme. C'est la condition sine qua non. Mais il faut aussi d'avoir une volonté politique pour qu'on puisse effectivement développer ça. Les compétences, elles sont là. Les compétences, elles sont là. Sur le contrat long terme, j'approuve votre point. Je pense que c'est ce que l'État doit apporter dans la corbeille de la grande mariée de la renaissance de l'aluminium national. Et pour ça, il va falloir se battre au couteau avec la Commission européenne qui veut privatiser nos barrages, démonter nos centrales nucléaires, nous faire financer de l'énergie renouvelable intermittente qui n'est pas pilotable. On en a besoin d'énergie renouvelable. J'ai fait un débat avec M. Piolle, qui est un écologiste honorable, maire de Grenoble. J'ai dit, écoutez, qui connaît les problèmes de turbines, de steppes et toute l'alimentation hydraulique de notre bouquet énergétique. Franchement, je lui ai dit, les Verts allemands commencent à dire que le nucléaire, c'est un combat du passé. Les Verts finlandais, les Verts suédois, et vous avez 50 centrales nucléaires construites dans le monde aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour décarboner l'électricité, c'est 20% des 51 milliards. Donc on n'a pas le choix. Et c'est la seule énergie pilotable. Vous avez la Californie qui demande aux utilisateurs de véhicules électriques de se brancher avant 18 heures parce qu'il y a encore du soleil. Et c'est pas sûr que cette nuit il y ait du vent. Donc il faut comprendre ça. Donc nous devons faire une union de la nation autour de la fin du pétrole, et cette union se réalise avec le bouquet nucléaire et énergie renouvelable. J'ai quand même calculé que la fin du pétrole, j'ai fait ça avec des gars du CEA. Quand même calculé ça m'intéresse. Vous voyez, je suis encore engagé dans nos questions. J'ai fait calculer ça. Si on supprime le pétrole, c'est quand même 45 milliards, on supprime totalement le pétrole, on garde le gaz, qui reste acceptable au regard des enjeux de réchauffement climatique, on supprime le pétrole. Il faut construire soit 17 EPR, c'est quand même gigantesque en mégawatts, soit implanter 32 000 éoliennes. Il y en a aujourd'hui 8 000. Vous imaginez les jacqueries dans le pays, mais où est-ce qu'on va les mettre? Où? Non, vous imaginez comme ça va être un vrai problème. Donc on voit bien que l'alliance qui se modèrent mutuellement d'ailleurs, renouvelable et nucléaire, est la solution. Mais et donc ça suppose, je ne vous parle pas de construire des barrages, parce qu'alors là, les écologistes, alors que c'est d'énergie propre, seront contre. Les poissons, les papillons, les habitants aussi. Bon, il y a une réalité. Mais on a construit des barrages dans les années 60. Aujourd'hui, il reste 150 sites exploitables de barrages en France dans lesquels on pourrait construire des barrages. Je les avais fait étudier. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse d'avoir des barrages pour vous. Bien sûr. Pour l'industrie, et puis c'est de l'énergie propre et stockable et pilotable. C'est très important. Donc nous avons un sujet énergétique qui est numéro 1. Tant que ce sujet n'est pas réglé, et donc tant qu'on n'a pas aujourd'hui des gens qui ne sont pas des petits garçons face à la Commission européenne et qui disent maintenant on fait ce qu'on veut chez nous, au revoir Madame der Leyen, au revoir Madame Margaret, occupez-vous de ce qui vous regarde, c'est chez nous, la souveraineté, c'est chez nous. Donc l'Europe s'occupe de choses qui concernent le commun et non pas qui vient démonter nos outils industriels. Eh bien, c'est pour ça que vous n'avez pas de contrat de long terme. C'est parce que tout le monde est terrorisé par le juridisme de la Commission européenne. Ça n'est plus acceptable. Voilà. C'est un combat que nous défendons, clairement, et y compris au sein de European Aluminium, qui est la filière européenne de l'aluminium. Et je pense que le débat est bien compris. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à essayer de
d'avoir une compétition qui soit la plus pure possible entre acteurs européens. On commence enfin à comprendre que aujourd'hui l'aluminium chinois représente 56% de la production mondiale, que effectivement le coût de l'énergie dans d'autres pays où le gaz est très peu cher, voire gratuit, eh ben, ça ne nous met pas sur un pied d'égalité. Et donc on commence à entrevoir qu'effectivement c'est bien de défendre l'industrie européenne pour qu'elle puisse résister à cette concurrence internationale. Mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long et donc il faut qu'on continue à démontrer que nous sommes capables d'avoir la meilleure technologie, les meilleures compétences, mais aussi effectivement ce choix politique résolu qui permettra de réindustrialiser la France et l'Europe, parce que je crois qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. C'est même l'alliance à travers... D'abord, moi je veux remercier les actionnaires de Trimet, parce qu'ils ont... D'abord, nos amis allemands, ils n'ont pas les mêmes conseils d'administration que nous. Hein. Et franchement, c'est comme ça qu'ils ont gardé leur industrie. Hein. Parce que si vous regardez la litanie depuis 10 ans, Alstom, Technip, Lafarge, Essilor, c'est le dernier en date, Suez, vous voyez que les histoires de fausses fusions entre égaux, où finalement on perd nos outils industriels, nos centres de décision s'en vont, c'est parce que tous les mecs d'un conseil d'administration, c'est self-service pour ma retraite chapeau, les 10 millions avec lesquels je pars, et on avoine tout le conseil d'administration. Franchement, c'est pas acceptable. Donc on a aujourd'hui un problème de l'élite en état de pillage. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est quand même ça. Donc le prix de la trahison pour Cron, c'était un chèque de 20 millions. Pilinco, c'était 11 millions. Alcatel, c'était Michel Comte, c'est 13 millions. Tout ça est public. Hein. Donc ça, franchement, c'est plus acceptable. C'est des mecs qui ont tous fait Polytechnique, qui ont défilé un jour sur les Champs-Élysées. Ils ont trahi l'industrie française. Donc pour moi, la France. Parce que sans industrie, la France s'effondre. Donc moi, je suis très dur avec ces gens-là. Et le patron de Lafarge, qui est allé vendre aux Suisses, pourquoi faire? Il y a un chèque. Donc le prix de la trahison, c'est entre 10 et 20. Les Allemands, ça ne marche pas comme ça. D'abord parce que le conseil d'administration, il y a les salariés. Donc moi, je suis pour qu'on transforme le capitalisme français. On donne des actions aux salariés et ils ont 50% des voix. Vous allez voir, on va garder notre industrie, elle va croître et embellir, et tout l'argent, au lieu d'être distribué en dividendes, dont plein de gens ne savent que faire, elle va réinvestir dans les outils de travail pour augmenter. C'est exactement la stratégie Trimet. Moi, je veux vous remercier. Quand j'étais allé à Essen visiter vos actionnaires, une entreprise familiale, ils ont gardé combien? 90% du capital? Enfin, combien? 100% du capital, mais c'est de l'industrie lourde. Nous, on aurait déjà tout vendu. Nous, la France, elle se vend. On vend en pièces détachées ce qu'on a mis des siècles à construire. C'est inacceptable. Donc, honneur à nos amis allemands. J'ai vu que dans le jouet, il y a des actionnaires allemands qui ont repris Smoby dans le Jura. Eh bien, ils ont construit une stratégie de long terme. Ils ont réinvesti les résultats. Ils ont été patients et ils ont donné de la valeur à leur investissement, de la valeur au territoire, de la valeur à l'outil industriel et de la fierté à tous ceux qui travaillent avec eux. Donc moi, je trouve que les alliances microéconomiques franco-allemandes sont très bonnes. Voilà mon point de vue. Donc on peut le faire avec... on est assez fort, hein, avec 2-3 pays européens qui ont envie de le faire. Je ne sais pas ce que va donner la batterie. Bon, c'est quand même la batterie, c'est les Chinois hein, qui tiennent la techno. Hein. Donc on va voir ce qu'elle donne la batterie. Il y a potentiellement pas mal d'alus dans les batteries. Oui, je sais. C'est aussi un sujet. On est content mais on va voir ce qu'elle donne parce que c'est les Chinois qui contrôlent la techno. Voilà. Hein, donc on a là, je crois, un hommage à rendre à cette forme de capitalisme qui est beaucoup plus patient, qui est beaucoup plus constructif et moins financier, surtout moins cupide. Voilà, c'est vraiment... Donc, vous voyez, on peut être pour l'industrie et contre le patronat. C'est comme ça. Et parfois, on peut être pour le patronat qu'on qualifie de paternaliste. Je parle au MEDEF, c'est pour ça que je le dis. On peut être pour l'industrie, favorable au patronat qu'on appelle souvent paternaliste, familial, pater-familial, en étant socialiste. On en est là quand même. Non, mais c'est intéressant quand même ce qui se passe dans l'imaginaire de la reconstruction de l'économie, parce qu'on va être obligé de la reconstruire, l'économie.
Et donc, comment on fait, avec qui, quoi? Il faut bien connaître ses amis, ses alliés et les bons process. Donc voilà. Merci beaucoup et merci à tous.